étonné ça. Il a dit, c'est simple, on paye les États russes, ils nous racontent ça, c'est vrai. Mais je dis, écoutez, mais si vous payez les Russes, ils vont vous raconter ce que vous désirez. C'est ça le drame. Les sanctions, les choses, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est, les Poutine, la même chose. Ça, c'est moi, je suis impitoyable envers tout le monde. Envers tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience. Pourquoi je publie ce livre, le diplomate du froid? Parce que, vous savez, j'étouffe même mon analyse personnelle. Je donne les éléments qui sont absolument incontestables. Incontestables dans les choses comme ça. Métier, je vous dis, difficile et de plus en plus difficile. Parce que le problème là-dedans, c'est qu'à la fois les décideurs, mais surtout les médias, ils sont devenus très conformistes. Vous comprenez? Bon, Kissinger, il m'a dit une phrase terrible. Il dit, pendant la guerre froide, nous avons menti, mais on ne croyait jamais. Nous avons fait la propagande, mais on n'y croyait pas. La politique réelle et la propagande, il y avait deux choses différentes. Aujourd'hui, on fait la propagande et on y croit. Et ça, c'est une chose gravissime de l'analyse. Dans l'analyse, quand on est au bord du gouffre, c'est une chose évidente. Et finalement, le sens de ce que je raconte dans ces deux livres, simplement Napoléon, soi-disant, c'est l'histoire ancienne, mais j'ai fait le livre de Napoléon de telle manière que ça nous ramène tout le temps à la situation d'aujourd'hui. Vous comprenez? Lui, il disait 4 choses. Climat, conseiller, pourquoi je suis dérivé avec le conseiller? Parce que ces conseillers, on lui a dit le climat, c'est en Russie, c'est toujours, en octobre, c'est toujours entre 16 et 20 degrés très agréable, etc. L'autre, il débarque, il y a 30 degrés de froid. Et il n'y avait pas, physiquement, il n'y avait pas de frein pour l'hiver. Deuxième chose, Napoléon, il dit la profondeur. Et ça, c'est très intéressant même pour les gens d'aujourd'hui. Je parle souvent aux généraux et ils utilisent pratiquement le même terme. Ils disent la profondeur stratégique. Finalement, Napoléon disait c'est la géographie. Quand ils ont raconté pendant, je passe, vous savez, je suis une vedette, je bats tous les records à la télévision. Et j'ai pensé que je bats tous les records à la télévision à cause de mon analyse, de mon expérience, etc. Et pas du tout. C'est l'accent. L'accent. Parce qu'il me capte. Vous savez, finalement, je suis arrivé à la conclusion qu'ils s'en fichent dans la réalité de ce que je dis. Ce qu'ils veulent, c'est le sport pour, vous savez combien de spectateurs, etc. C'est comme ça. Mais, vous savez, franchement, je ne suis pas du tout obligé. Je fais pour la beauté de votre ville, je viens vers vous avec beaucoup de plaisir. Mais le problème là-dedans, c'est que je suis tellement inquiet aujourd'hui, maintenant l'inquiétude. Je vais vous dire. Je vais terminer avec l'analyse de Napoléon et après l'inquiétude. Et je ne sais pas comment c'est organisé. Vous voulez que vous me posiez les questions ou bien je continue comme à chaussée, je parle 3 heures de suite. Pardon? 4 clés, voilà. Le premier, c'est le climat. Deuxième clé, c'est la géographie, la profondeur stratégique. Troisième clé, c'est Tuan pour mes copains de la presse. Tuan. Vous savez, Napoléon, il dit jamais prendre ce désir pour la réalité. Il dit, je me suis trompé parce que j'ai pris mes désirs pour la réalité. Vous comprenez? Transposer. On veut tellement croire à ce qu'on raconte. Et c'est humain. Mais Dieu sait que j'ai travaillé avec ces gens-là. Autrefois, vous savez, j'ai connu de l'autre côté, vous allez voir dans le livre, à partir de Brezhnev, j'ai travaillé
directement avec tout le monde. Et du côté français, j'ai connu des grands présidents, il ne faut pas des grands dirigeants. J'adore ce que notre Paul jeunesse, quand on était, c'était là, des Trente Glorieuses, vous vous souvenez? C'était magnifique, hein, il ne faut pas dire. Et ces gens-là, je dois vous dire, ils ne prenaient pas ces désirs pour la réalité. Et quatrième chose, peut-être, madame, pour vous, c'est le plus important. On me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre la situation. Et je sais, parfois, il me passe des choses, parce que vous savez, maintenant tout se sait, en plus tout se circule. Les rapports secrets, tout ça, c'est contrairement à ce qu'on raconte, ils disent qu'il faut. Maintenant, on raconte. Il y a une grande dame américaine que j'aime beaucoup, qui dirige tous les services secrets américains. Il vient régulièrement, Evelyn Hayes, elle s'appelle. Elle vient régulièrement au Sénat. Et elle est obligée d'être très prudente. Elle ne peut pas mentir trop. Et alors, par conséquent, elle donne des éléments assez étonnants. On dit, ah, mais détrompez-vous, même pas les rapports secrets, même pas l'analyse. Surtout l'analyse de quand ils ont raconté des choses bizarres. Mais pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut relire les grands auteurs. Il faut relire Stendhal là-bas. Stendhal est avec Napoléon, il écrit, il réfléchit, etc. Et moi, je considère à titre personnel qu'il faut relire Guerre et paix. D'où vient le sous-titre d'ailleurs du livre de Napoléon, Paix et guerre. Je fais un petit clin d'œil. Guerre et paix, et paix, dans mon sous-titre de mon livre, c'est paix et guerre. C'est un petit clin d'œil. Parce qu'il faut réfléchir à ça, comment les gens réagissent, etc. Je suis presque gêné parfois, je ne voudrais pas les perturber. Je vais vous raconter. Je ne peux pas quand même m'empêcher. Au début de ces événements, il y a 2 ans, il y avait les Russes, détrompez-vous, les Russes ont été dans les désordres. Parce que les Russes, ils sont marqués, l'élément fondateur de leur pays, c'est la guerre contre les nazis. Dans ma famille, il y avait 11 personnes, d'ailleurs 6 Ukrainiens, y compris 6 Ukrainiens, qui sont péris au front. Dans chaque famille russe, 29 millions de gens qui ont été péris à la lutte contre les nazis. Et il ne faut pas se leurrer, s'il n'y avait pas de Stalingrad, il n'y avait pas de département, il n'y avait rien. Stalingrad. Le mot clé, Mitterrand revenait souvent. Stalingrad. Stalingrad. Mais, et à l'époque, je vais vous dire, comment, simplement, pourquoi mentalité, madame, c'est très important. Mentalité, comprendre mentalité. Pourquoi je dis, pour les taquiner, l'autre jour, il y a une dame qui est très agréable dans l'entrevue, peut-être que vous la connaissez, Laurence Ferrari. Elle dit, alors Vladimir, vous dites qu'il faut relire Tolstoï, n'est-ce pas, comme pour Guerre et paix. J'ai dit non, Laurence, il faut qu'il lise Tolstoï. Nuance. Et bref, pourquoi il faut relire ou lire Tolstoï pour comprendre la mentalité. Il y avait à ce moment-là, et je disais, vous savez, notre période, vraiment, il faut comprendre aussi pourquoi je suis crédible, non seulement parce que j'ai un père grand ukrainien et parce que j'étais combattant de la liberté, mais aussi il faut comprendre que la période auquel j'appartiens, c'est une période complètement diabolisée en Russie. Et je suis le dernier survivant, par conséquent, je suis vraiment indépendant sur ce plan-là. Parce que les 2 personnages le plus haïs de l'histoire de la Russie aujourd'hui, à ce moment surtout, après ce terrible attentat, pire que jamais,
et le personnage le plus haï de l'histoire de la Russie, tous les dirigeants confondus, y compris Ivan le Terrible, etc., vous savez qui? Gorbatchev et Eltsine. Tous les deux, 2% d'avis favorables. 2% d'avis favorables. C'est terrible. Vous comprenez? 2% d'avis favorables. Il faut dire que pour le monde, bon, j'ai travaillé avec les deux, mais plus avec Gorbatchev quand même. Je connaissais très bien Eltsine. Et ça, c'est-à-dire les choses comme ça, Eltsine, Gorbatchev, il est considéré par 95% des gens comme crétins et traîtres. Crétins et traîtres. Et Eltsine, il est considéré comme crétin et ivrogne. Oui. Mais ivrogne a une connotation plus positive en Russie. Il est quand même un tout petit peu meilleur. Et le personnage, il faut que je vais faire quand même ce livre-là. Depuis longtemps, j'ai travaillé sur ça. J'ai fait le prochain livre, ce sera Dialogue d'outre-tombe. Ça s'appellera, c'est le dialogue entre Poutine et Staline. Et le personnage le plus porté au pinacle aujourd'hui, c'est Staline. Staline, ils ont occulté. Pourquoi Staline? Parce que Staline, évidemment, ils sont conscients de la férocité du personnage Goulag et tout ce qu'on veut, mais Staline, c'est un symbole de la lutte contre les nazis. Vous comprenez, symbole de ça. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui a tenu la tête à l'Occident. Mais pour revenir au début de la situation qui nous ramène à cette situation, je vais en parler un tout petit peu, à la situation des perspectives, quand même. Je ne voudrais pas vous effrayer, parce que vous allez me chasser. Mais je vais vous donner les éléments d'inquiétude, poliment. Pour les choses, il faut comprendre que cette situation aujourd'hui, c'est une situation très très difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. On a les gens, même les gens qui sont principe sont loyaux envers le président, ils n'ont pas compris pourquoi le président Macron il a parlé ces derniers temps de l'envoi des troupes, etc. Ils sont limités de piéger, ils sont limités. Mes copains de l'LCI, ils disent c'est la politique intérieure, etc., etc. Ou bien la politique européenne. Mais derrière ça, il y a une chose réelle. C'est une chose que vous devez savoir. Il ne veut pas qu'il y a maintenant la situation sur le front en Ukraine, c'est une situation très très difficile. Le président ukrainien, il le dit publiquement, mais celui qui était le plus crédible là-dedans, c'est l'homme le plus populaire de l'Ukraine aujourd'hui, c'est celui qui était viré. Vous vous souvenez, ce commandant en chef, Zaloujny, c'est l'homme le plus populaire, il a dit c'est une impasse. C'est une impasse, pourquoi? Parce que c'est une impasse nombreuse. Il y a de nombreuses analyses, j'aurais pu vous faire l'analyse, mais c'est une chose inquiétante. Inquiétante, qui se passe devant nos yeux, et pour ma part, je considère qu'on vit aujourd'hui vraiment l'heure de choix. C'est une période charnière. Charnière, qui se limite à la choix, et hélas, pour moi, un choix très très difficile à faire. Soit on va, j'utilise le terme vietnamisation du conflit. Vietnamisation du conflit. Dans le contexte, je dois vous dire qu'il y a deux événements qu'il faut comprendre aussi. Il y a une sorte de radicalisation de la situation en Russie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les élections en Russie ont donné des résultats qui n'ont pas été vus par l'Occident. Pardon, oui, bien sûr. Mais c'est surtout, monsieur, c'est même pas la participation, elle était d'office élue, mais le problème là-dedans, c'est surtout la participation. Parce que la participation, les Russes, c'est une indication objective. Encore une fois, vous savez, vous devez comprendre que j'ai
j'écris, je suis poutinologue le plus connu dans le monde. J'écris 6 livres sur Poutine. Poutine ne m'aime pas du tout, je n'aime pas Poutine, je suis vraiment pitoyable, mais avant l'heure. Mais je leur dis, détrompez-vous, il faut oublier nos sentiments personnels. J'ai une copine qui est décédée malheureusement, souvent j'ai parlé avec elle, qui était présidente, vous savez, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Carole Dancos. Et on a dit souvent, il faut oublier nos sentiments. Nous sommes là pas pour vous donner nos propres sentiments, nos états d'âme. Je vous dis, je ne peux pas l'ennemi, qu'est-ce qui vous intéresse, à quoi je pense l'ennemi. Ce qui vous intéresse, c'est mon expérience et vous donner les éléments d'analyse objectifs au moment où ceux qui jouent, quand je viens à la télé, je vous assure, je ne viens pas du tout pour le nombril ou pour les livres, je viens que pour nos petits-enfants. Parce que je suis tellement inquiet, qu'est-ce qu'on nous laisse? Comment ça va évoluer? Et dans la réalité, ce qu'il faut comprendre, pourquoi je vous dis, on est devant le choix. Soit on va vers la vietnamisation, le conflit que j'ai connu quand j'étais là. Vous savez, on envoie, maintenant il avance, les Russes. Ils peuvent aller vers Odessa. Après, on envoie, face à ça, on envoie les troupes. On envoie les conseillers. Les conseillers sont déjà là, ça va sans dire, invisibles, secrets, après plus visibles, on annonce ça, après on envoie les troupes. Il faut les avoir aussi, entre nous, ça c'est une autre question. On envoie de plus en plus les armes, il faut les avoir aussi. N'oubliez pas, parce que je connais le ministre de la Défense, il me donne le chiffre 45 000 cette année pour les obus. Mais vous savez, les Russes produisent cette année 2,9 millions. Ça, c'est juste pour réfléchir. Après, on envoie les avions. Les avions, pour que les avions ils n'arrivent pas, mais peut-être ils vont arriver à la fin de. Mais vous savez, vous savez combien d'avions il arrive 34. Il faut avoir 30 fois plus. Tout petit peu changer. 30 fois plus. On n'en a pas. Il n'y a pas de piste en Ukraine. On va les placer en Roumanie ou en Pologne. Les Russes, tous les jours, ils tapent, ils disent on va vous placer ça, vous êtes déjà co-belligérants, mais de toute manière, les choses, ils vont donner. C'est-à-dire, au fait, c'est la guerre mondiale. Dans le contexte, je reviens à mon expérience. Vous savez, pour vous faire la révélation, j'ai travaillé pendant ma carrière directement avec Biden, autrefois, qui était spécialiste pour moi de contrôle des armes. Et je dois vous dire, pour revenir à notre expérience, autrefois, contrôle des armes, je dois vous dire, à l'époque, je tiens à vous rappeler, il y avait une doctrine officielle de l'OTAN. On va utiliser les armes tactiques nucléaires si les chars russes bougent. Aujourd'hui, dans la réciprocité, les Russes annoncent, et couleurs surtout, c'est à ce moment-là, après ces attentats, moi je regardais avant d'arriver, ce qu'ils ont dit, ils disent, mais attendez, l'opinion publique est déchaînée là, déchaînée. Personne ne croit à ces annonces, d'ailleurs, qui n'a jamais été confirmée, déconfirmé sur les guildes, sur les islamistes qui sont derrière. Personne en Russie. Il n'y a pas un seul qui croit. Vous comprenez les choses comme ça? Les gens exigent maintenant, c'est fini. L'enfantillage, la phrase exacte, l'enfantillage est fini, mort pour mort. Exactement l'ancien président tout à l'heure. Avant, à 5 minutes, quand je suis arrivé, Medvedev, mort. Ça, c'est les choses comme ça. Il dit l'enfantillage est terminé. Mais pourquoi je vous raconte ça? Sur le théâtre européen, la situation telle qu'elle se présente, c'est insolite contre 10. Les proportions dans les armes tactiques nucléaires en faveur des Russes.
Ça, vous comprenez? C'est-à-dire, on va vers cette étape strate par strate vers l'escalade. Et puis, moi, j'ai toujours... Je veux vous dire, le problème n'est pas même moi, mon avis, mon expérience.